Bonjour, alors il s'agit du 6e séminaire de Lacan que je vais essayer de vous résumer en quelques minutes. Ce sera peut-être un petit peu plus long que d'autres fois parce que ce séminaire est particulièrement dense. Il contient beaucoup de choses autour de la thématique, le désir et son interprétation. C'est un séminaire que Lacan a mené de 1958 à 1959. Il fait suite au 5e séminaire intitulé « Les formations de l'inconscient » dans lequel Lacan avait passé en revue les rêves, les lapsus, les mots d'esprit. Et ce séminaire-ci débute par la séance intitulée « Construction du graphe » qui est un rappel de la mise en place, de la genèse du graphe du désir mis en place l'année précédente. Le graphe qui est un outil théorique et clinique que j'affectionne tout particulièrement et qui est très instructif. Et il rappelle donc que la psychanalyse est un traitement psychique qui s'occupe des symptômes, des inhibitions et qui mobilise le désir. Parce que les psychonévroses le sont, parce qu'elles sont des mécanismes de défense, comme le disait déjà Freud. Et contre quoi se défend-on ? Eh bien contre le désir justement, ou plus exactement, selon moi, contre l'extinction du désir. Même si, chez certaines personnes, c'est de vouloir faire la peau du désir qu'il s'agit. L'énergie du désir, nous dit Lacan, est la libido, et de mettre d'emblée en garde contre les simplifications psychologisantes qui feraient croire en l'existence d'un objet réel du désir versus un objet imaginaire et signifiant qui, lui, existerait, on pourrait dire, sur fond d'absence. Croire à l'objet réel capable de satisfaire un désir, c'est bien l'écueil et l'impasse dans laquelle il nous rappelle de ne pas plonger dans des simplifications de compréhension qui sont, il faut bien dire, monnaie courante et assez tentantes. Ce serait alors une philosophie de l'idéal, précise-t-il, une illusion de maîtrise que de croire à ces simplifications-là. On peut tenter de maîtriser ou de normativer ou de moraliser même le moi, mais pas le désir, dit-il. Et reprenant le philosophe Spinoza, il le cite, « Le désir est l'essence de l'homme », formule qui sera un petit peu modifiée dans sa bouche par la formule canonique le désir de l'un est le désir de l'autre. Il reprend Spinoza qui était un philosophe moniste, c'est-à-dire qui pensait à un concept du tout, du mono, de quelque chose d'unique, d'unifié, qui se différenciait de la pensée dualiste qu'on retrouvait chez Emmanuel Kant à la suite de Platon et qui séparait le corps et l'esprit. Lacan reprend les choses au niveau du signifiant, comme souvent et comme longtemps pendant son enseignement, en distinguant que la particularité de l'homme est d'être pris dans la parole, ce qui introduit un hiatus radical avec la fonction neurophysiologique des stimuli-réponses ou des fonctions ou des fonctionnements émetteurs-récepteurs. Dans la communication, en effet, précise-t-il, un émetteur envoie un signe vers un récepteur. Et ce signe n'a qu'une signification. Finalement, c'est quelque chose qui n'est pas très loin du besoin. Un signe égale une signification et il ne veut dire que ça. Dans l'inconscient, par contre, et c'est ce qui nous différencie de la communication, le signe est un signifiant, c'est-à-dire un élément qui ne représente quelque chose que par sa différence avec un autre signifiant. C'est la marche elle-même du désir. Un ballon de foot, par exemple, ne représentera un sujet que par la connexion avec une série d'autres signifiants qui témoigneront de l'intérêt de cette personne pour le football. C'est-à-dire que le ballon, à ce moment-là, pourra certes représenter le sujet, mais il ne le représentera pas en termes de signification, mais en termes d'une connexion signifiante, c'est-à-dire que tous les autres éléments qui vont parler
de son intérêt pour ce sport, vont venir être en même temps liés, enchaînés à ce signifiant ballon, représenter le sujet, mais toujours dans cette connexion, je dirais, décalée d'un maillon à un autre. Hein, c'est ça la chaîne du discours, la chaîne signifiante. Dans le graphe, au premier étage, on trouve la chaîne signifiante avec l'énoncé. On est là au niveau conscient. On retrouve le code, le message, la demande, bref, l'énoncé, quelque chose de... Là, du côté de la signification, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui demande réellement l'objet qu'elle vise. Au deuxième étage, par contre, c'est celui de l'inconscient, c'est l'étage de l'énonciation et pas de l'énoncé, et c'est l'étage qui soutient le désir, c'est-à-dire dans une espèce d'au-delà de la demande, également un au-delà de l'interlocuteur en somme, l'autre étant le réservoir des réponses et la source d'une interrogation intarissable. Cela renvoie à la question de l'écart, de la béance entre signifiant et signifié. Alors je vais vous lire juste un petit passage qui correspond à ça, page 27. C'est dans cet intervalle, dans cette béance, que se situe l'expérience du désir. Elle est d'abord appréhendée comme étant celle du désir de l'autre, on retrouve là la formule spinozienne, qu'ensuite Hegel a aussi repris à son compte. Elle est d'abord appréhendée comme étant celle du désir de l'autre, et c'est à l'intérieur de celle-ci que le sujet a à se situer et a à situer son propre désir. Celui-ci ne peut pas se situer ailleurs que dans cet espace. L'écart entre signifiant et signifié, Lacan l'avait déjà mis en place dans le séminaire 3 sur les psychoses. Et finalement, il pose les premiers jalons de ce qui sera le concept de l'angoisse, qui sera repris quant à lui dans les séminaires 9 et 10, hein, l'identification et l'angoisse justement, avec le rapport spéculaire aux idéaux. L'angoisse étant le signal de la crainte de l'hypothétique effacement de l'écart. Ça, c'est une notion qui n'est pas forcément évidente, qu'il faut probablement réécouter et s'inscrire quelque part pour la travailler, mais l'angoisse elle signale de la crainte de l'hypothétique effacement de l'écart. En somme, une sorte d'adéquation entre demande et réponse. Et on repère là déjà la préfiguration du fantasme que Lacan notera S barré, poinçon de petit a, hein, c'est-à-dire aussi au deuxième étage du graphe, dans la ligne juste en dessous de celle de la demande, qui va du désir au fantasme. Hein, le désir étant le désir de répondre à la demande via la logique du fantasme. Lacan insiste sur la simultanéité des deux étages du graphe. Ça, c'est extrêmement important à comprendre, à la fois dans la théorie, mais au fond aussi dans la clinique, surtout dans la clinique. C'est la simultanéité, l'extemporanéité de ces deux étages du graphe, l'étage conscient et l'étage inconscient, qui veut dire que quand on demande quelque chose en conscience, en pleine conscience, entre guillemets, eh bien, cette demande vise inconsciemment toujours quelque chose d'autre plus loin. Le sujet est marqué par les avatars, les contours de la demande de l'autre. Hein, la demande de l'autre, on entend bien le génitif, hein, génitif objectif, génitif subjectif. Dans la demande de l'autre, est-ce que c'est la demande que l'autre a envers nous, ou c'est la demande que nous adressons à l'autre, hein, ou les deux bien entendu. Le sujet est marqué par les avatars de la demande et les contours finalement de cette demande se retrouvent dans les objets qui ont à voir avec l'oralité, avec l'analité et avec cette espèce d'objet conceptuellement un petit peu difficile à appréhender et qu'on pourrait appeler l'objet rien, hein, c'est-à-dire une sorte de vide, objet qui oriente ce qu'on appelle aussi avec des guillemets le choix de la névrose au fond. Hein, ce sont
ces thématiques objectales qui prévalent chez chaque individu et qui vont orienter plutôt dans une structuration névrotique hystérique, phobique ou obsessionnelle. Et ces considérations esquissent ce qui va devenir le concept de phallus chez Lacan, et qui, dans un sexe ou dans l'autre, est ce sur quoi butent toutes les analyses menées suffisamment loin. Ce phallus imaginaire qui est de structure signifiante, précise-t-il. Un paragraphe de ce séminaire s'intitule « Du désir dans le rêve ». Le rêve est un désir articulé, dit-il, reprenant Freud et son travail de l'interprétation des rêves. Lacan reprend la science des rêves de Freud au niveau d'un Wunsch, un vœu enfin satisfait. Satisfait au niveau de l'être, avec toutes les ambiguïtés et les lourdeurs de ce terme. Et de replacer les relations de métonymie et de métaphore que les expériences de mots induits révèlent. Alors c'est à une époque, ou peut-être encore maintenant, certains pratiquent ce que Lacan appelait des expériences de mots induits, c'est-à-dire on propose un mot et la personne est invitée à dire spontanément le mot qu'elle va associer à celui-ci. Et il en prend un exemple, le mot cerise, faisant dire à quelqu'un le mot table, par métonymie, parce que à cet instant-là, pour lui, les cerises étaient placées sur une table, ou en tout cas c'est comme ça qu'il les associait dans un de ses souvenirs, alors que le mot lèvre ramenait le mot cerise, cette fois-ci par métaphore plutôt. Dans le premier cas, c'était une métonymie, c'est-à-dire que la table devenait une partie de la cerise, et dans le deuxième cas, la cerise était une métaphore des lèvres au sens du plaisir de les avoir mangées. Ceci pour placer l'importance de la parole et du discours dans la structure du rêve, et les mots induits étant une espèce d'illustration de ce qui peut se passer dans un mécanisme de rêve. Et il ajoute au sujet des fonctions métaphoriques et des connexions à distance, que sont les métaphores, que quand on parle d'effet inconscient, ça veut dire que l'effet est bien perçu, mais méconnu dans ses attaches. Ça, c'est important. Il a été refoulé et rattaché à une représentation non refoulée, déplacée, comme sous une couverture, sous un voile. C'est par exemple, je crois que c'est Joël Dor, dans son ouvrage Introduction à la lecture de Lacan, qui fait part d'une telle connexion signifiante, refoulée, avec des déplacements métaphoro-métonymiques, et qui est celle de la perception de la castration, refoulée au moment où un enfant qu'il décrit se promenant au zoo avec ses parents, voit un énorme crocodile qui claque sa gueule. À ce moment-là, est rappelée la question et l'angoisse de la castration. Et ce moment signifiant, imaginaire, mais aussi signifiant, qui est celui du crocodile, qui croque, c'eût été peut-être plus simple que l'enfant se prénomme Odile, ça aurait encore été plus évident, mais blague mise à part, le crocodile, la castration est refoulée, attachée au crocodile, mais déplacée sur un objet qui va être métonymique du crocodile et qui va, chez cette personne-là, développer une phobie du cuir, et plus exactement de la maroquinerie, c'est-à-dire de tout ce qui va pouvoir être fait à base de peau de crocodile, qui elle-même était un déplacement à distance de ce moment d'effroi, d'angoisse de la castration. Et il va prendre appui sur le rêve rapporté par Freud et connu sous le nom du rêve du père mort, pour parler du désir. Le désir que le père puisse être soustrait à de terribles souffrances en mourant, mais aussi la culpabilité si le père pouvait avoir connaissance de ce vœu intime qui était un vœu de mort, certes qui partait d'un bon sentiment, comme on dit parfois, mais qui était quand même
vœu de mort. Dans ce rêve-là, le rêveur dit que son père était mort dans le rêve, mais qu'il ne le savait pas. Et la partie qu'il ne le savait pas, en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était là son vœu passé, non pas pour le père, mais pour lui en tant que rival, dans un étage inconscient de ses pensées. L'étage conscient et rationnel voulait soustraire le père aux souffrances, et c'est bien compréhensible. L'étage inconscient, il rajoutait une petite plus-value qui était toute la thématique, au fond, oedipienne, mais aussi, dans ce rêve-là, une espèce de mécanisme visant à échapper au maître absolu, qui est aussi finalement une castration, qui est la mort. Si le père est mort, eh bien c'est maintenant à la génération de l'enfant, du fils, d'attendre cette issue inéluctable. Si dans le rêve, le père n'est pas mort, la mort est comme un petit peu tenue à distance. Et Lacan compare finalement ce rêve à celui de la petite Anna Freud, où, pour une histoire, je crois, de maladie, des aliments lui avaient été interdits la veille. Et donc ces aliments interdits, la fillette rêve de ces aliments-là. Et finalement, elle rêve de l'interdit même. C'est aussi en ce sens que Lacan appuie la thèse freudienne d'une sexualisation du désir. Les objets oraux dont rêvait la petite Anna étaient bien des objets frappés d'interdit. On retrouve ça dans le séminaire 11 sur les 4 concepts de la psychanalyse. Transfert, refoulement, inconscient et pulsion. Chez l'adulte, le contenu du rêve se complexifie. Il n'est pas aussi évident à ciel ouvert comme ça, comme chez la petite Anna, dans ce rêve-là, mais il est plus difficile d'accès parce qu'il y a la censure morale, le surmoi qui intervient là-dedans. Cette censure implique que pour empêcher un énoncé de parvenir à la conscience, il faut bien que quelques connaissances de l'énoncé même existent en amont. C'est ce que Lacan reprendra dans le séminaire suivant sur l'éthique à propos des commandements bibliques. Il faut bien que quelque chose dans le « tu ne tueras pas » ait bien été pensé comme la possibilité, voire le souhait de tuer, pour qu'un tel commandement ait un sens. Ce séminaire sur le désir met un accent tout à fait décisif sur le rôle du signifiant en tant que structure linguistique, mais surtout en tant que barre définitive à la signification. Ça, c'est important. Ça rejoint là l'idée, là pour le coup, je ne sais plus dans quel séminaire, la trace de pas de Robinson Crusoe, peut-être que c'est dans le 5, la trace de pas de Robinson Crusoe sur le sable, trace de pas qui va être entourée d'un cerne pour la repérer, et ensuite, quand on retourne sur la plage, la trace de pas est effacée et ne persiste que le cerne. C'est un petit peu l'illustration du refoulement originaire qui s'est retrouvé en tant que trace mais effacée, c'est-à-dire inaccessible, et ne reste accessible que le cerne qui vient, comme une sorte de panneau indicateur, dire « ici, il y avait quelque chose ». Et ce cerne, de façon métaphorique et métonymique, se lie ensuite dans une chaîne de discours au cerne suivant, c'est-à-dire comme dans des espèces de maillons. Et donc il parle finalement de cet effacement d'un signifiant par le suivant, qui certes l'efface, tout en perpétuant la trace originelle de cette tentative de signification. Et à cet endroit-là, Lacan ajoute l'évocation de la Verneinung, la dénégation, traduite en français par la dénégation, le dire que nein, Verneinung, également la prétérition, mais également ce qu'on appelle le nœud, NE, le nœud explétif, qui, comme dans l'exemple « je ne dirais surtout pas que ceci ou cela »,
exprime finalement qu'on souhaite justement ardemment le dire. C'est d'une façon, comme dans une prétérition, on va dire ce qu'on ne voudrait surtout pas dire. Dans la dénégation, c'est un petit peu le même mécanisme. Je ne voudrais surtout pas qu'il leur arrive malheur. Ce séminaire reprend également la terminologie de Jones, l'aphanisis, la disparition. Lacan souligne que c'est justement le point d'angoisse face à la disparition du désir lui-même. Le sujet vise à satisfaire ses désirs et, en même temps, le redoute cette satisfaction. Il recule d'effroi, comme d'ailleurs peut reculer d'effroi la personne atteinte d'impuissance sexuelle, ou c'est ce qu'on rencontre cliniquement également dans l'éjaculation précoce, une espèce de débandade, où la personne va reculer par rapport au fantasme d'obtention, de satisfaction d'un objectif atteint, 100% atteint. D'ailleurs, c'est toute la dynamique du déplacement du symptôme névrotique qui se joue là. Empêcher la satisfaction et laisser à désirer. J'aime beaucoup cette expression, laisser à désirer, parce qu'elle dit presque tout, c'est-à-dire qu'il y a une déception, et en même temps, c'est le maintien ouvert du désir. Ceci avec plus ou moins, c'est saupoudré plus ou moins de punitions psychiques en termes de culpabilité. C'est aussi dans ce séminaire que Lacan fait un retour sur le narcissisme. Dans l'éros humain, la libido est engagée, dit-il, dans un rapport à l'image, à l'imaginaire, autrement dit à l'ego, au narcissisme. C'est ce qu'il avait déjà avancé dans le stade du miroir. La libido est engagée également dans son lien à la fois à l'objet petit a, l'objet qui cause le désir, ou plus exactement à I de A, c'est-à-dire I avec petit a entre parenthèses, qui est le moi idéal, l'image de l'objet petit a. Moi idéal que Lacan fait se confondre ici avec le moi. Également avec le registre symbolique de l'idéal du moi. On fait souvent cette confusion, le moi idéal est du côté de l'imaginaire, l'idéal du moi est du côté du symbolique, lui-même en lien avec l'expression du désir repéré chez l'autre en tant que manque. Ça c'est important, c'est-à-dire que l'enfant repère assez vite que chez l'autre un manque l'habite, et dans cette perception-là, un désir vient colorer, ou teinter cette perception du manque, avec toute la machinerie ensuite de la mise en place de la demande, du désir de répondre, du fantasme, etc. dans cette boucle-là. Et comme souvent, Lacan ajoute une incise, ici en l'occurrence sur l'interprétation. Page 147, il dit... dans l'interprétation, dit-il, nous pouvons faire sentir au sujet la structuration de sa demande. C'est-à-dire que cela revient à repérer les signifiants inclus dans les demandes. En somme, comme si on apprenait, à l'analysant, à lire et à entendre. Et également, en prenant appui sur le fantasme qu'avait décrit Freud dans Un enfant est battu, en soulignant que la haine, quand elle s'exprime, vise un au-delà d'elle-même, qui est finalement demande d'amour. Ça c'est assez clair dans le travail sur le fantasme « on bat un enfant ». Et c'est à cet endroit-là qu'il propose une bien curieuse définition de l'amour, qui est que l'amour est donner ce qu'on n'a pas. Alors moi, je complète souvent cette phrase en disant que l'amour est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui demande autre chose. C'est-à-dire c'est effectivement adressé à quelqu'un qui n'est pas sans demande, mais qui demande autre chose que ce qu'on croit pouvoir lui apporter alors qu'on ne l'a pas. C'est tordu, mais c'est comme ça. On approche l'inconscient quand nous faisons vaciller la seule signification actuelle pour en laisser se décrocher ce qui est intéressé de signifiant dans l'énonciation. C'est une phrase terrible qui apparaît complexe, indigeste, inaudible,
Pourtant, si vous la reprenez, tous ces termes sont justes. On approche l'inconscient quand nous faisons vaciller la seule signification actuelle pour en laisser se décrocher, s'éplucher, desquamer ce qui est intéressé des signifiants dans l'énonciation, c'est-à-dire dans la chaîne du discours inconscient. Et il esquisse alors la place du phallus par l'illustration du schéma dit du vase renversé, dont j'ai écrit un article sur l'au-delà du principe du miroir, et du texte, il le met aussi à la lumière du texte de saint Augustin sur la jalousie des deux bébés, des deux jumeaux, dont l'un voit la mère proposer le sein au frère et l'enlever lui du sein qui tétait en premier. Dans ce séminaire, il développe également le symptôme de ce patient, un patient de la psychanalyste Ella Sharp, qui toussait toujours avant d'entrer en séance, comme, dit-il, pour voiler le phallus en prévenant l'analyste qui pourrait dès lors bien l'avoir, L', qui pourrait très bien l'avoir, le phallus, et bien qui le prévient de le dissimuler, pour mieux le conserver dans le fantasme du patient. Ça aussi c'est tordu, mais ça se tient aussi tout à fait cliniquement. Le patient tousse avant d'entrer, il lui dit « Je vous préviens de dissimuler le phallus que je pense que vous avez, que je vous décerne, parce que comme ça vous allez le mettre de côté, vous l'éluderez de ma vue, hein, et je pourrai continuer dans mon fantasme à penser d'une part qu'il existe, d'autre part que vous l'avez, et troisièmement que si je cherchais bien, je pourrais le trouver. Hein, c'est quand même tout un jeu finalement de dupes, hein, de chat et de souris, escamoté au fond pour préserver l'illusion. C'est également illustré par les pièces du jeu d'échecs qui se comportent finalement comme des signifiants, le joueur ne voulant pas perdre sa dame ni son roi. Et la séance numéro 12 de se clore par cette formule cruciale, page 275, « Ce qu'il y a de plus névrosant, ce n'est pas la peur de perdre le phallus ou la peur de la castration même. Ce qu'il y a de plus névrosant, le ressort fondamental de la névrose, c'est de ne pas vouloir que l'autre soit châtré. » Ça, c'est vraiment magistral. Le sujet veut maintenir le phallus de la mère, on va dire de l'autre, hein, parce que sinon ça fait hérisser le poil quand on ne comprend pas ce genre de formule. Le sujet veut maintenir le phallus de l'autre et refuse la castration. Finalement, c'est ça la névrose, c'est-à-dire que c'est monter tout un scénario pour que ça ne manque pas. Viennent ensuite 7 séances consacrées à Hamlet de Shakespeare, et malicieusement, Lacan introduit ça en disant qu'on ne fait pas d'Hamlet sans casser des œufs. Alors évidemment c'est drôle, mais c'est pas pour rien, parce que évidemment les œufs renvoient aussi à la question de la filiation qui se retrouve là dans les rapports d'Hamlet et de son père. La tragédie d'Hamlet est éclairée, alors ici dans ce séminaire-là, par le graphe également, par l'image d'Œdipe, puisque le prince du Danemark est animé, travaillé par des sentiments dus à un conflit dont finalement ni Œdipe ni Hamlet n'ont conscience de l'origine. Hamlet exalte le père idéal et réprouve le remariage si rapide de sa mère, avec le meurtrier d'ailleurs de son mari. Avec cette phrase extraordinaire de précision, le rôti des funérailles n'aura pas le temps de refroidir pour servir déjà au repas des noces. Ça ne souffre pas de... c'est chirurgical. Il y a dans Hamlet les points cardinaux suivants. Le désir de venger le père, la demande du père lui-même, hein, puisque c'est le père comme une espèce de surmoi qui vient lui dire de le venger. Et les bras d'Hamlet se trouvent retenus, car s'il se livrait à ce geste, il se mettrait lui-même à la place du meurtrier. Et avec, là encore, toute la dimension oedipienne. Hamlet ne trouve pas injuste de tuer Claudius pour venger le père, mais il recule face au rendez-vous que lui donne la mort.
l'heure de vérité, comme dit Lacan. Et Hamlet, pour rester désirant, et comme finalement tout obsessionnel, recule, diffère, procrastine, retarde l'heure H. C'est tout le rapport de la névrose obsessionnelle en particulier, mais de la névrose en général, que d'articuler le désir avec l'heure de la rencontre. La rencontre avec un grand R et puis des guillemets. Hamlet est plus névrosé qu'Œdipe, qui lui n'a pas hésité une seconde à tuer son père et à coucher avec sa mère, sans en rien savoir consciemment. Le graphe montre l'écart entre le signifié de l'autre et le signifiant qui manque à cet autre pour signifier complètement. Ce qui fait intituler cette séance « Il n'y a pas d'autre de l'autre », donc il n'y a pas d'autre grand A, de l'autre grand A. Il n'y a qu'un seul autre qui est le lieu de la parole et qui reviendra dans le séminaire 16 intitulé « D'un autre à l'autre », cette fois-ci d'un autre, donc le grand A, pour signifier le lieu de l'autre, à l'autre avec un petit a, c'est-à-dire le semblable. Et il donne des explications très claires, page 353, au sujet de cet autre. Il dit « Je crois que le moment est venu de vous livrer ce que veut dire essentiellement ce sigle grand S de A barré, qu'on retrouve dans le graphe tout en haut à gauche, encore que cela va vous apparaître sous un angle bien particulier. Le grand A barré veut dire ceci, c'est le lieu de la parole, le lieu où repose, sous une forme développée ou sous une forme enveloppée, l'ensemble du système des signifiants, c'est-à-dire d'un langage. Il manque quelque chose. Ce quelque chose qui fait défaut ne peut être qu'un signifiant, d'où le S. Le S ici n'est pas un sujet, c'est le signifiant qui fait défaut au niveau de l'autre. Telle est la formule qui donne sa valeur la plus radicale au S grand A barré. C'est, si je puis dire, le grand secret de la psychanalyse. C'est qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Le sujet dans la philosophie traditionnelle se subjective lui-même indéfiniment. Si je suis en tant que je pense, alors là il évoque Descartes, je suis en tant que je pense que je suis, et ainsi de suite. Et ça n'a aucune raison de s'arrêter. On est dans une espèce de fuite métonymique. On s'était déjà aperçu qu'il n'est pas si sûr que je sois en tant que je pense, et qu'on ne peut être sûr que d'une chose, c'est que je suis, en tant que je pense que je suis. Ce que l'analyse nous apprend est tout à fait différent. C'est que je ne suis justement pas celui qui est en train de penser que je suis, pour la simple raison que du fait que je pense que je pense au lieu de l'autre. Et oui, il en résulte que je suis un autre que celui qui pense je suis. Ça, c'est quand même un démontage de toute la logique cartésienne qui essaye de se rassurer quant à l'être de celui qui pense qu'il est. Et puisqu'il parle d'Hamlet, il va évoquer Ophélie, évidemment, en tant qu'objet petita. Lacan parle là-dessus du fading du sujet. Cette fois-ci, c'est pas de la phanisis, c'est le terme anglais fading, c'est-à-dire qui est un terme de radiocommunication, disons, c'est que c'est quelque chose qui petit à petit s'éteint, c'est l'extinction, le fading du sujet, dans la formule justement de la pulsion, S barré, poinçon grand D. Le sujet s'évanouit dans la pulsion elle-même, et le sujet finalement s'évanouit tout autant dans la formule du fantasme, qui sont finalement, S barré, poinçon de petit a, qui sont autant la pulsion que le fantasme, des points d'éclipse du sujet qui mettent bien en rapport la demande et l'objet A. C'est-à-dire que dans ces deux formules, celle de la pulsion et celle du fantasme, on retrouve l'objet petit a, puisque forcément l'objet petit a est inclus dans la demande. L'objet petit a, c'est la pièce qui manque dans la cassette de l'avare. On se souvient de ce moment du film. Autrement dit, c'est un petit peu comme quelqu'un qui demanderait le fameux couteau de Lichtenberg, un couteau sans manche auquel il ne manque que la lame, et qui fait que le sujet peut vivre une sorte d'expérience de dépersonnalisation, expérience non psychotique, bien entendu, propre à l'angoisse. Finalement, c'est quand le sujet se barre, le S barré poinçon de petit a, c'est quand dans le fantasme, le sujet rejoint I de A. Et ça, c'est très repérable cliniquement. C'est quand, dans son fantasme, le sujet va
penser pouvoir se compléter lui-même en rejoignant l'image de son objet A, hein, c'est-à-dire de ce qui va causer le désir, de ce qui va pouvoir être la réponse, le bouchon dans le trou de l'autre. Dans ce moment-là, quand le fantasme rejoint I de A, finalement le sujet se sent disparaître et survient évidemment l'angoisse pour freiner un petit peu cette dérive imaginaire et faire reculer la personne et mettre un coup d'arrêt à cet emballement fantasmatique. L'objet A vise à remplir imaginairement par un objet partiel le manque dont le phallus est le trou tracteur. Alors ça c'est assez étonnant aussi, hein. Le phallus étant comme un trou tracteur, on pense comme ça à une analogie cosmique avec les trous noirs, hein, qui sont des espèces d'effondrements gravitationnels, ces puits gravitationnels. C'est bien pour ça qu'il le nomme moins phi, hein, avec un signe négatif, c'est-à-dire le phallus organise le rapport au manque, alors que l'objet petit a organise le rapport au plein. Le phallus est forcément quelque chose qui évoque le manque. L'objet petit a est quelque chose qui évoque la possibilité de remplir le manque. Le désir des humains, au fond, s'inscrit dans un rapport dont une métaphore mathématique pourrait dire qu'elle est un rapport à un zéro irrationnel, hein, c'est-à-dire racine carrée de -1, comme dans le nombre d'or. Le graphe permet également de penser le stade du miroir, l'idéal du moi, le moi idéal, l'imaginaire et le rapport A' qu'on retrouve dans le schéma L, qui est aussi un schéma tout à fait instructif. Celui qu'on admire le plus est souvent celui qu'on doit tuer, disait Hegel. C'est finalement la haine de l'autre, ce semblable qu'on retrouve dans l'idée que trop de ressemblances sont insupportables pour la singularité psychique. Il faut de l'écart, quitte à écarteler l'autre, hein. Hamlet ne cesse d'ailleurs de s'y référer dans son rapport à Laërte, qui lui portera pourtant le coup fatal. Ses frères ennemis, comme l'étaient Abel et Caïn, figurés par la jalousie des jumeaux dans le texte de saint Augustin. Le deuil, la mort, mettent le sujet en rapport d'identification à l'objet dit perdu. Chez l'obsessionnel, par exemple, on repère aisément toute la série d'objets connotés d'une plus-value de destruction ou de contrôle, au premier plan desquels la série des objets excrémentiels. Mais la mort doit s'accompagner de rites, d'hommages rendus pour que la circulation symbolique persiste. Sinon, comme dit Lacan, ça peut occasionner des surprises et des apparitions singulières. Je pense aussi au retour de ce qui du symbolique a été forclos et qui réapparaît dans le réel, c'est-à-dire le délire dans la psychose. Apparition singulière, dans Hamlet, c'est l'histoire du ghost, hein, du fantôme, halluciné comme venant parler à son fils. Le rite, et notamment le rite funéraire, ce code-là, est une médiation face à une béance dans le réel plein. Ça, c'est textuellement Lacan, page 413. Notons que, tout comme dans Oedipe, il est question dans Hamlet d'un crime primordial, qui n'est pas sans rappeler le mythe, bien sûr, de totem et tabou, et qui génère une succession de séquences, crime, restauration d'un certain ordre ou d'une mémoire, punition, voire autopunition. Toutefois, Oedipe ne connaît pas l'histoire qui concerne sa propre génération, ni la lignée des Atrides, ni la lignée des Labdacides dans la mythologie oedipienne. Et Oedipe met en acte les choses comme nous le faisons finalement dans les rêves. Hamlet, quant à lui, sait qu'un crime a été commis sur la génération précédente, c'est son père, le ghost, qui lui apprend en lui apparaissant. Lacan dit que le sujet a, dans sa vie, à faire le deuil du phallus. Au fond, c'est aussi ça, un des chemins d'une analyse, faire le deuil du phallus, supporter la castration, reconnaître
la logique fantasmatique et du signifiant. Bref, se reconnecter à son histoire en ce qu'elle a de sens et en ce qu'elle a de non-sens au plus près de la lettre. Autre partie de ce séminaire, c'est le fantasme fondamental. Le désir est ce chemin, cette béance qui sépare de la jouissance. Et c'est bien la psychanalyse qui dialectise au plus serré ce chemin. Lacan souligne qu'il n'existe aucune théorisation de ce qu'il appelle une orthopédie psychique qui est tenue plus de 50 ans, alors que la psychanalyse tient pour l'instant toujours, puisqu'elle est quelque chose qui concerne l'homme d'une façon authentique, sérieuse et nouvelle, comme il le souligne. Le désir vient troubler la perception d'un objet. Finalement, le désir, c'est aussi un trouble. Alors, c'est assez rigolo à notre époque où on assaisonne les diagnostics et la nosographie psychiatrique de toute une série de troubles, et c'est radicalement différent de l'idée optimiste de l'homme bon par nature, de l'harmonie psychique et humaine en général. Le désir, pour le dire un peu comme ça fout quand même assez le bordel. Mais quand il n'y en a pas, ou quand le désir est étouffé, c'est une autre problématique, et elle est des fois bien pire. Ce fantasme fondamental implique l'objet petit a en tant que support à la défaillance de certitude de sujet. Pas du sujet, à la défaillance de certitude de sujet, c'est-à-dire l'absence de signification de sujet. Autant le phallus est l'objet de la castration, autant l'objet petit a est l'effet de la castration. Chronologiquement, on pourrait dire que ça se passe comme ça. Premièrement, il existe une demande, qui est une demande articulée au niveau du besoin et en termes de demande d'amour. Cette demande est adressée, et là on retrouve les deux étages du graphe, le besoin au niveau conscient et l'amour au niveau inconscient. Cette demande est adressée à un autre réel, A' sur le schéma L, dans cet axe imaginaire, à un autre réel tout puissant, présumé tout puissant à y répondre. La mère, le père dans certains cas, Dieu, pourquoi pas. Le sujet rencontre dans un deuxième temps, deuxièmement, ça c'était le premier, la demande, deuxièmement, le sujet rencontre l'autre répondeur comme également sujet de la parole, et donc il y repère un manque. Troisièmement, le sujet rencontre ensuite le vide dans l'autre, et va y parer par l'élection d'un objet imaginaire et symbolique, objet partiel, puisque une partie de son corps propre. C'est là qu'on retrouve les objets de l'oralité, les objets de l'analité, dans leurs différentes déclinaisons, et l'objet rien dont on parlait un peu plus tôt au sujet de ce qu'il soutient finalement un vide tout à fait fondamental. C'est toute la portée de la formule freudienne du Wo es war, soll ich werden, c'est-à-dire là où c'était le je doit advenir, le moi ayant finalement à déconstruire depuis le ça, c'est-à-dire le S du Wo es war, mais aussi finalement on peut l'entendre en français comme le S, c'est-à-dire la question, c'est le S en tant que sujet, en tant que signifiant, et en tant que question sur qu'est-ce donc que je suis. Le moi ayant à déconstruire depuis le ça quelque chose qui le décolle de la place imaginaire dans laquelle il s'est construit, pour aller du côté du je, JE, effet de langage, comme une émergence due à notre prise dans la parole. Finalement, ce Wo es war, soll ich werden, le ich, ici au sens du passage du moi au je, pouvant être évidemment le but d'une analyse, souligne Lacan. C'est finalement ça aussi le but d'une analyse. Et il va refaire un détour par une gravure qu'il affectionne particulièrement, c'est la gravure de Dürer qu'il a faite en 1514 et qu'il a intitulée Mélancolia, pour illustrer l'apparition de la science émergeant d'un désir de savoir, Wissensdrang,
cette passion comme ça poussée à savoir, suite aux siècles de philosophie contemplative qui ont précédé. Mais pourtant, la réponse que représente l'objet petit a n'est qu'une coupure, dit-il. Et cet effet de coupure, on la retrouve dans deux objets partiels prégénitaux, le sein et l'excrément, comme entrant et sortant des boyaux des humains. Objets érotisés, comme peut l'être d'ailleurs des déclinaisons de ces objets-là, la voix dans son rapport à la bouche, et le regard dans son rapport à ce qui se donne à voir, à ce qui se retient en fermant les yeux, mais également à la peau, les scarifications et autres circoncisions mutilantes étant aussi de tels effets de coupure archaïques dans le réel du corps. Dans les délires auditifs d'ailleurs, Lacan rappelle qu'on retrouve bien ces mêmes coupures. C'est par exemple la troisième personne qui parle au sujet en se coupant du je et du tu. Dans l'hallucination auditive, c'est quelque chose, ça parle de moi. Ce ne sont pas comme les injonctions, les exigences comme ça dont les sujets peuvent s'entendre dire d'eux-mêmes. Tu devrais plutôt faire comme ça. Regarde encore, tu l'as encore fait de travers. Dans le délire, dans la psychose, c'est une troisième personne qui s'est coupée à ce moment-là du sujet. Le président Schreber, d'ailleurs, dans l'étude qu'en a fait Freud, entend effectivement des bouts de phrases, des purs sons, des pures injonctions détachées. Et Lacan fait un pont intéressant entre l'être et le réel, page 482. L'être est toujours une construction majorée d'une plus-value, dit-il. L'affaire du désir nécessitant d'essayer de ne pas tout comprendre. Et puisque le sujet craint que son désir ne disparaisse, c'est bien qu'il se désire désirant, ce qui vaut la peine de le considérer. On n'en parle plus beaucoup à notre époque, ou d'une manière un peu galvaudée, en mélangeant un petit peu des choses. Quand même, le désir, au sens où nous l'appréhendons dans ce séminaire, c'est quand même quelque chose de bien plus consistant. Pour le phobique, face au désir de l'autre, il s'agit de ne pas l'approcher de trop près. Et il va élire un objet d'interdiction qui deviendra l'objet de sa phobie, en étant évidemment lui-même objet cause de désir, mais il va fixer là-dessus une interdiction. L'hystérique, face au désir de l'autre, se construisant un corps problématique, comme on dit habituellement, l'insatisfaction du désir de l'autre, ce corps problématique avec toutes ces répercussions symptomatiques, comme étant un lieu d'écart et un lieu de défaillance et un maintien de distance par rapport à l'obtention de la chose, à la complétude. L'obsessionnel, quant à lui, se débattant avec un contrôle toujours problématique, celui de la juste place, celui du juste nombre, celui du juste moment, de façon finalement à maintenir à la fois un contrôle sur ces éléments-là et toujours une espèce d'écart par rapport à quelque chose qui serait enfin fini, définitivement à sa place. Et ce séminaire se termine, comme il n'est pas surprenant, par la sublimation. Sublimation qui se retrouvera ensuite dans le séminaire sur l'éthique. Lacan rappelle aux analystes de se méfier d'asphyxier le désir par des conclusions et des normes moralisantes. Ça, je crois que c'est vraiment à marquer d'une pierre blanche tout au long du travail de l'analyste. Le désir implique de ne pas méconnaître le champ de la demande et de la frustration, de lui laisser sa place, tout comme on respecte un symptôme tant qu'il est nécessaire. La psychanalyse tente d'entendre le patient dans un rapport intersubjectif, médié par la parole, sans tomber dans les leurres du renforcement du moi à l'anglo-saxonne. Et au sujet de la pulsion et de ses intrications en pulsion de vie, pulsion de mort, il souligne qu'un sujet, un enfant à l'occasion, peut, à l'égard d'un autre nouvel arrivé, par exemple dans la famille,
énoncer un « qu'il meure ». Cette rivalité, ce vœu de mort, peut rester en dessous d'un « qu'il est beau », que je l'aime, d'un discours policé, beau, bon, mais qui finalement est superposé au précédent. C'est dans l'écart de ces deux discours que niche aussi le désir. L'analyste, pour maintenir le désir en vie, s'offre comme support à toute demande et ne devrait répondre à aucune. Et de remettre en forme la coupure à chaque fin de séance et à chaque interprétation, comme un outil et un élément à la fois un petit peu comme le coin de bois permet de maintenir un écart dans la tranchée que vient de constituer le coup de hache. De la même manière, l'interruption de la séance vient maintenir quelque chose d'un lien. C'est à la fois le coin qui sépare et la succession des maillons qui permet de tricoter peut-être de plus en plus serré. Voilà ce que j'avais envie de vous dire et ce que j'ai compris et retenu de ce séminaire-là, très dense, très touffu, très complexe, très riche. Bien entendu, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, beaucoup de choses ont été laissées en chemin et j'espère que ça pourra vous servir un petit peu de base de réflexion si vous travaillez ce séminaire-là ou si vous êtes simplement intéressé et curieux des choses de l'inconscient. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un autre séminaire à résumer. Au revoir, merci de votre attention.